Aujourd'hui, on va parler d'une série de mon enfance, on va parler d'Untick. Untick Secret and Seekers, sorti en France sous le titre Untick à la recherche des titans, est une série d'animation italienne créée par Igino Straffi et produite par sa société Rainbow SPA. La série est également produite par Ray Fiction et Big Boca Productions. Et autant je connais la première boîte, autant je ne sais rien sur la deuxième, et d'ailleurs, en cherchant sur le net, il semblerait que ce soit eux qui aient aidé à la diffusion de la série dans les pays anglophones. Sortie d'abord aux États-Unis et au Royaume-Uni le 3 janvier 2009, la série sortira dans son pays d'origine seulement 9 jours plus tard, le 12 janvier de la même année. En France, il faudra attendre un peu plus longtemps puisque la série ne sortira que le 6 octobre 2010, soit presque 2 ans après sa diffusion originale. On y suit Locke Lambert, un lycéen à Venise qui profite de ses heures de cours pour rêver d'aventure à la Indiana Jones. Seul problème, c'est que dormir en cours, ça n'aide pas pour prendre des notes. Il demande alors de l'aide à une de ses camarades de classe, Sophie Castorville. Elle accepte, et une fois chez lui, Sophie casse accidentellement un vase qui appartenait au père de Locke. Les deux ados découvrent donc dans celui-ci un journal et une amulette laissés par ce dernier avant sa disparition. Locke prend l'amulette dans la main, ce qui l'enveloppe d'une lumière verte. Sophie, quant à elle, essaie de comprendre ce qu'il est écrit dans le journal en vain. Elle propose alors à Locke d'aller rencontrer Dandval, qu'elle présente comme un chercheur en livres anciens pouvant les aider à déchiffrer le livre. Locke n'a même pas le temps de donner son avis qu'ils se font attaquer par des sortes de Men in Black. On ne l'apprendra que plus tard, mais ces Men in Black sont en fait des agents d'une organisation mondiale appelée l'Organisation, qui cherche à mettre la main sur le journal d'Eton pour y découvrir les secrets qui ont été inscrits afin de pouvoir conquérir le monde. Après une course-poursuite qui force Sophie et Locke à se séparer, Locke parvient à s'isoler pour essayer de lire ce qu'il y a écrit dans le journal. Il découvre à l'aide d'une voix mystérieuse l'existence des titans, des créatures invocables enfermées dans les amulettes. On apprendra plus tard que cette voix mystérieuse est en fait celle de Sherit, un titan qui était au bon endroit au bon moment. Mais leur discussion est écourtée car Locke est à nouveau repéré. En fuyant, il tombe dans la mer avec le journal. Et comme on le sait tous, l'eau et l'encre, ça fait pas bon ménage. Le journal devient donc partiellement illisible. Un début de la saison sera d'ailleurs d'à nouveau le rendre lisible. Bref, Locke arrive encore à semer les Men in Black, d'ailleurs ils s'appellent pas les Men in Black, ils s'appellent les costards cravates en VF, et arrive enfin chez le fameux Dandval. Après l'avoir aidé contre ses agresseurs, Dante invite Locke chez lui et lui explique qu'il est un chercheur en livres anciens pour la fondation Untick, une autre organisation qui a pour but d'empêcher le contrôle du monde par l'organisation en leur mettant des bâtons dans les roues. Il révèle à Locke qu'il est aussi devenu un chercheur malgré lui en créant un lien avec l'amulette de son père. Plus tard, les deux hommes sont rejoints par Sophie Castorville qui engage Dante pour aider Locke à retrouver son père disparu, mais aussi pour l'entraîner elle et lui à devenir des chercheurs. Dante accepte, et quoi de mieux pour les entraîner que les ramener dans ses missions contre l'organisation où le but sera à chaque fois d'attraper et de créer un lien avec le titan du jour avant l'organisation. C'est d'ailleurs lors d'une mission à Prague que nos trois personnages feront la rencontre de Zalia Moon, une autre chercheuse de la Fondation Untick, qui décidera de rejoindre leur groupe d'abord de manière épisodique et petit à petit de manière permanente. En 2006, Igino Straffi travaille sur ce qu'il considère être la conclusion de son plus grand succès, à savoir la saison 3 de Winx Club et son final, Le Secret du Royaume Perdu. À cette époque, Igino Straffi débute deux nouveaux projets, Maya Fox, une série en 4 tomes qu'il co-crée avec Sylvia Brenna, et Untick qu'il considère comme une suite spirituelle de Winx Club prévue pour sortir en 2008. Dès la production de la série, on retrouve plusieurs idées utilisées pour créer Winx Club. Les deux séries ont pour titre une déformation d'un mot anglais. Là où Winx Club basait le chara-design de ses personnages sur des chanteuses connues des années 2000, Untick fera la même chose avec des acteurs et actrices de l'époque. Si vous ne le saviez pas, Dandval est inspiré de Johnny Depp, Zalia Moon de Demi Moore et Sophie Castorville de Gwyneth Paltrow. Pour Locke, je n'ai trouvé aucune information à ce sujet, mais je pense qu'il est inspiré de River Phoenix dans Indiana Jones et la dernière croisade. En 2007, alors que le film Le Secret du Royaume Perdu est sorti et que la Rainbow peut enfin laisser cette série de côté, une saison 4 des Winx est annoncée. Igino Straffi affirmera dans une interview que sans Winx Club à ce jour, son studio aurait déjà fermé ses portes. Et c'est une information qui se confirme avec le fait qu'après l'échec de son film Gladiator de Rome, la saison 7 de Winx Club sera mise en chantier. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais la saison 1 de Untick et la saison 4 de Winx Club ont en réalité pas mal de points communs. Le point qui selon moi montre ce point commun existant, c'est le fait que dans les deux cas l'action se passe uniquement sur Terre. Igino Straffi laisse donc le projet à Sean Molino, aidé par Maurizio De Angelis pour la partie écriture et Simone Porcelli pour la partie visuelle. D'après Meredith Mulroney, qui a travaillé sur les DVD, la série était plus qu'une série italienne, puisque le travail se partageait entre les États-Unis, l'Italie et la Corée. Les États-Unis s'occupaient de l'écriture et du doublage de la série, l'Italie de la partie visuelle et du mixage, et la Corée du Sud s'occupait de l'animation.
Sean Molyneux était chargé de l'écriture de la Bible de la série. De ce qu'il en a dit en interview, beaucoup de libertés lui ont été données. Il avait carte blanche sur le développement du scénario, des personnages principaux et des arcs narratifs. Il était également le créateur de tous les personnages secondaires de la série. Il était aussi en contact avec les designers de la série pour pouvoir les aider en leur donnant des indications sur la conception des personnages et des titans. Ensuite, Mauricio Di Angeli apportait les modifications nécessaires au script terminé. C'est un processus qui lui prenait environ 3 semaines à 6 mois par épisode. Le script de la saison 1 a pris 3 ans à être finalisé. Enfin, Shimon Borcelli s'occupait de l'aspect visuel de la série. Une fois que les épisodes étaient finis, il analysait d'abord l'image seule, puis une fois que le mixage avec le son était fait, il réanalysait le tout une deuxième fois. Le travail apporté à l'image se ressent pendant le visionnage, car visuellement la série fait vraiment bien son taf. Les décors sont très bien faits et on a un côté assez réaliste. Les personnages sont beaux et les designs des titans sont sympas. C'est plutôt au niveau du rythme que ça coince. Bon, série pour la jeunesse oblige, il y a des scènes recyclées. Ici, ce sont les invocations des titans. Déjà, point positif, l'animation des invocations des titans n'est pas toujours recyclée. Mais, point négatif, c'est quand ils sont genre une dizaine à invoquer plusieurs titans. Donc l'action se coupe. Heureusement qu'à partir de la seconde moitié de la série, ils ont essayé de rendre les invocations multiples beaucoup plus dynamiques. Mais ça ne retire pas un autre problème qui est présent durant toute la saison. Même si les mouvements des personnages sont fluides, ils sont aussi assez lents. C'est un problème qu'on retrouvait déjà dans d'autres séries de la Rainbow, mais là, comme les personnages bougent beaucoup, ça se ressent encore plus. Et personnellement, ça m'a pas mal gâché mon implication émotionnelle à certains moments, genre comme dans cette scène. Dante! Dante! Debout! Et ça a même des fois gâché ma compréhension du scénario, comme dans cette autre scène. J'en reparlerai de celle-là d'ailleurs. Mais pour l'instant, passons à un autre point, l'écriture. D'après Igino Straffi, un des buts de la série était de donner l'opportunité aux téléspectateurs internationaux de découvrir la culture italienne, mais aussi européenne. Alors, j'avoue que je ne vois pas où se trouve la culture italienne dans la série. La seule chose italienne, c'est les personnages qui vivent tous à Venise. En revanche, je retrouve assez bien la culture européenne. La majorité de la série se passe dans des pays européens. Rien que pour la France, l'épisode 5 se passe à Rouen et l'épisode 6 à Paris. La série introduit également la culture de ces pays en présentant des personnages historiques, comme ayant eu un lien avec le monde des titans. C'est notamment le cas de Jeanne d'Arc, dont on justifie les actes divins qui entourent sa vie par le fait qu'elle était une chercheuse et que le titan qu'elle avait en sa possession, Arc, lui permet de lire l'avenir. La série va au-delà de ce but initial puisque l'action ne se passe pas uniquement en Europe, on a par exemple 2 épisodes qui se passent en Égypte. Le seul reproche qu'on pourrait faire à cette manière de faire découvrir le monde, c'est que la série ne va que en surface à chaque fois qu'elle présente un lieu ou un personnage historique. Mais je pense que c'est un choix voulu, surtout que la série a déjà un scénario un peu trop complet. Anecdote personnelle, à l'époque où la série était encore disponible sur Netflix, j'avais essayé de me remater le tout, sauf que pour une raison que j'ignorais à l'époque, j'ai eu du mal à me visionner l'épisode 1, et j'avais préféré abandonner mon revisionnage. Et bien, en me revisionnant la série, je me suis rendu compte que c'est parce que les épisodes, surtout ceux du début, ont beaucoup trop d'informations, au point où même pour ce second revisionnage, j'ai trouvé que certaines informations n'étaient pas claires. Vous pourriez me dire que c'est sûrement juste moi qui invente un problème qui n'en est pas un, et à ça je répondrai que même la série a du mal à retenir ce qu'elle raconte. Il peut arriver que la partie dans l'épisode précédent résume très mal ce qui s'était passé dans le dit épisode. L'organisation a bloqué les comptes de Sophie. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous n'avez pas hésité à vous servir de l'organisation pour vider la tirelire de la jeune Caster Will sans même demander la permission, c'est ça? Et je vous parle pas des fois où l'événement raconté n'a en fait jamais eu lieu. Par exemple ça, Sophie révèle à Locke ses sentiments cachés. ce n'est jamais arrivé. En tout cas, sache que c'est toi seul qui m'aide à tenir le coup. Le problème avec ça, c'est que les personnages ont l'air d'avoir les informations du résumé plutôt que les informations de l'épisode qu'ils ont vécu. Par exemple, pour le cas du couple Locke et Sophie, les deux reparleront de cette discussion comme si Sophie avait vraiment révélé ce sentiment à Locke. Je vais pas trop m'appuyer, mais je pense que ce problème de continuité est sans doute dû au fait que les équipes ne communiquaient que par mail. J'ai l'impression que le contact entre l'équipe italienne et l'équipe américaine n'était pas toujours très bien fait. Ça se remarque surtout avec le problème de continuité qui aurait pu être facilement évité. Par exemple, à la fin de l'épisode 25, quand Dante est au plus mal, Locke est désespéré de le voir comme ça, mais au début de l'épisode 26, qui se passe même pas quelques secondes après la fin de l'autre épisode, Locke est maintenant en colère envers Danteval. Autre exemple, dans l'épisode 24, quand Locke parle de la fin des vacances, il s'en fout de retourner à l'école. Mais dans l'épisode 26, il est dégoûté d'apprendre que les vacances sont finies. Attends, ne me dis pas que tu as l'intention d'aller à l'école cette année, c'est beaucoup trop dangereux. Et puis, nous serons partis en mission pratiquement chaque semaine. Ah, tu crois ça? Parce que tu sembles avoir oublié que les cours reprennent lundi. Quoi? Les grandes vacances sont déjà finies? Oh non! Bon, je donne des noms depuis tout à l'heure, mais il serait peut-être temps que je vous parle des personnages principaux de la série. Commençons par le personnage principal, Locke.
Donc, pour être honnête, j'ai pas grand chose à dire sur Locke. Mis à part qu'il est un personnage classique des récits initiatiques. Il rêve d'aventure et est très content d'enfin en trouver une. Il est aussi peu expérimenté en tant que chercheur, ce qui est logique en soi car il découvre ce monde dans l'épisode 1. Il lui arrive donc à cause de son inexpérience d'être le comique relief de l'équipe, mais la majorité du temps, ce rôle-là est plutôt donné à Sherrit. Locke a 2 arcs dans la saison 1. Le premier arc, qui nous est présenté, est la recherche de son père porté disparu depuis 10 ans. Cet arc-là est filé avec l'arc principal de la série, puisque Locke espère pouvoir retrouver son père et par la même occasion sauver le monde. La relation qu'il a avec son père n'est jamais vraiment développée, mais on sait qu'il a tenu sa passion pour les casse-têtes de son père. Et son deuxième arc, c'est bien sûr de devenir chercheur. Je n'ai rien à dire sur cet arc, je voudrais juste souligner un point sur la traduction qui me dérange. En VO, l'épisode 1 de la série est intitulé « Chercheur par accident ». Seulement, en anglais, et en français aussi, ce premier épisode a été traduit « Naissance d'un chercheur ». Le problème que j'ai avec ce choix, c'est que ce titre était à la base en italien le titre du dernier épisode de la saison. Ça fait donc bizarre de voir tout le monde féliciter Locke d'être devenu un chercheur à la fin de la saison 1, alors que pour nous, il l'est depuis 26 épisodes. Il est devenu un chercheur aussi brillant que son père. Bien sûr, je suis devenu un chercheur haut de gamme. Après, il y a Sophie. Elle joue le rôle de la Okuni de Shuriken School. C'est-à-dire qu'elle connaît tout sur tout et qu'elle a toujours cette soif d'apprendre. Mais comme Okuni, elle sait que tout savoir n'est pas très utile dans le monde dans lequel elle vit. Elle est donc aussi très forte. Sans doute liée à ses origines, elle est très méfiante du monde qui l'entoure, et elle est aussi extrêmement jalouse des filles qui s'approchent un peu trop des garçons qu'elle convoite. Dans la série, c'est Dante et Locke. C'est un point qui aurait pu me déranger, mais il ne faut pas oublier que Sophie a 15 ans. Sophie n'a que 15 ans, et la mort de sa famille doit sûrement jouer un rôle dans l'attachement émotionnel qu'elle a envers Danteval. C'est juste dommage que sa jalousie ne soit jamais remise en question, et que pire encore, sa jalousie envers Zalia ne soit au final utile qu'à mettre du sexisme dans la série à base de « I'm not like the other girls », Jalouse, moi? Je ne vois pas comment je pourrais être jalouse d'une fille qui se maquille à la truelle. et que les mecs autour ont pour seule réaction de dire qu'elles se disputent car elles sont des femmes. Pourquoi elle se dispute sans arrêt? J'ai beau être sur Terre depuis plusieurs millions d'années, je n'ai jamais rien compris aux Fantastique. femmes. Comme Locke, un de ses arcs de la saison 1, c'est de devenir une chercheuse. C'est d'ailleurs elle qui engage Danteval à les entraîner, elle et Locke. Mais contrairement à Locke, elle est loin d'être inexpérimentée, puisqu'elle a été entraînée dès sa jeunesse à être une chercheuse. Son arc de la saison 1 est d'en apprendre plus sur sa famille qu'elle a perdue lors d'un incendie, mais également sur son héritage familial. La série montre bien que c'est quelque chose qui est important pour elle, puisque quand elle apprend qu'elle a le moyen d'en apprendre plus sur ses origines, elle s'effondre au sol. Bon, c'est un piège, mais ça, elle le sait pas. La série montrera également 2 personnages dont on ne saura rien de toute la saison l'espionner lorsqu'elle se rendra dans la résidence familiale en France, et aussi nous présentera un des antagonistes être plus intéressé par elle que par l'élimination de Dante et Locke, mais ça n'ira pas plus loin. Ensuite, il y a Dante, c'est paradoxalement le personnage sur qui on sait le plus, mais le moins également. On sait qu'il est un chercheur depuis son enfance, qu'il a une relation père-fils avec Metz, le créateur de la fondation Unchick, et aussi qu'il a un rival Montéhu à qui il a fait découvrir le monde des titans. Et c'est tout. On ne sait pas qui il est, comment il s'est retrouvé dans ce merdier et d'où il vient. Mais ça ne l'empêche pas d'être le meilleur personnage de la série, qui est surtout aidé par sa personnalité, mais aussi par son chara-design que je trouve très bien. Dans la saison 1, son but principal est de sauver Metz de la malédiction que ce dernier a subie depuis qu'il a essayé de prendre contrôle du titan légendaire Behemoth. C'est dans cette quête qu'on voit que Dante a beaucoup d'amour pour Metz, puisqu'il n'hésitera pas à tout faire pour le sauver, ce qui lui occasionnera de tomber dans des pièges. Pour finir sur les humains de l'équipe, il y a Zalia. Elle est assez farouche aux premiers abords, mais grâce à la bienveillance de Dante et Locke, elle s'ouvre petit à petit au reste du groupe, jusqu'au point où sa rivalité avec Sophie finit par disparaître. La série met aussi en avant le fait qu'elle soit rude, L'autre prétentieuse m'a fichu la trouille. alors que dans les faits, tous les personnages sont rudes. Flash éclair! Locke, apparemment, tu t'es pas entraîné? Un chercheur qui n'arrive pas à utiliser le flash éclair? Mais bon, visiblement, il fallait souligner ce point étant donné que c'est une semi-antagoniste. Car oui, dans la première partie de la série, elle joue le rôle de l'agent double. En gros, elle travaille pour le compte des gentils, mais elle est aussi du côté des méchants. La série fait très mal cet arc. La majorité du temps, Zalia donne juste l'impression qu'elle choisit à chaque fois quel camp est mieux que l'autre. Et franchement, c'est dommage, parce que ça aurait pu être un arc super intéressant, si on avait beaucoup plus développé la relation que Zalia a avec Klaus, l'homme avec qui elle travaille et qui l'a élevé pendant toute sa vie en lui promettant que grâce à lui, elle aura du pouvoir. Parce que dans les faits, on apprend que Zalia travaille pour Klaus à l'épisode 13 et elle le trahit à l'épisode 17. D'ailleurs, de ce qu'on voit dans les extraits de son passé, j'ai plus l'impression que Zalia avait avant tout envie d'être écoutée et qu'elle a trouvé cette écoute et la confiance qui va avec dans la relation qu'elle a créée avec Dante et Locke. Et enfin, il y a Sherrit, qui est le seul titan parlant de la série. Alors oui, visiblement dans cette série, les titans ont les 5 sens du corps humain, mais le seul qui a le don de la parole, c'est Sherrit. Et hélas, comme Sophie et Dante, on nous montre qu'il a un passé, on nous montre qu'il peut être intéressant à développer, mais on n'en fait rien. Donc comme développer son passé n'est pas important pour la série, et que son utilité dans la partie action est proche du zéro, on se retrouve finalement avec le comique relief du groupe, sauf quand c'est Locke qui reprend ce rôle. Et c'est dommage, parce que à côté, Sherrit est quand même présenté comme un personnage avec beaucoup de connaissances.
Notre groupe principal est souvent aidé par d'autres personnages, soit c'est un duo qui a ses propres relations et aventures, c'est le cas de Montaigu, le rival de Dante, qui est toujours accompagné de Dursley, son assistant. On a aussi un autre cas de figure, celui du personnage que l'on ne verra que dans un épisode et qui aura comme rôle, mis à part celui d'aider le groupe, d'également montrer les travers des personnages. Il y a Clément dans l'épisode 3 qui introduit le côté antagonistique de Zalia, ou aussi Scarlett qui est là pour confirmer que Sophie est bien amoureuse de Locke. Bon, même si la manière de le montrer, c'est de montrer que Sophie est jalouse. A noter que si les travers du groupe sont à chaque fois montrés par le personnage de Sophie, c'est parce qu'elle est le seul personnage du groupe dont sa méfiance du reste du monde la pousse à la confrontation. On va maintenant passer aux antagonistes. La série a 5 antagonistes principaux. Il faut savoir aussi que chaque antagoniste a des sbires, qui n'ont pas vraiment d'utilité dans le scénario. Mais bon, la série adore nous montrer qu'ils existent en quantité illimitée. Tout d'abord, il y a Defo. C'est l'antagoniste du début de la série. C'est clairement un des antagonistes les plus intéressants. Déjà parce qu'il est faible, ça montre donc qu'il a réussi à gravir les échelons d'une autre manière que la force, mais aussi car, alors c'est jamais trop expliqué, mais apparemment il a une rancœur envers Dantvald. Et autant vous le dire tout de suite, on ne saura jamais quelle relation il a avec Dantvald. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce que Defo meurt. L'organisation n'a plus besoin de lui, et Defo, en apprenant ça, songe à les trahir. L'organisation charge donc Greer de le tuer. Et non seulement d'être frustrant, c'est aussi au niveau de la mise en scène assez mal foutu. Vous allez pas me dire qu'en voyant ça, vous avez compris qu'il était mort. J'ai même cru pendant le reste de mon visionnage que Greer s'était résigné à ne pas suivre le commandement de l'organisation, et qu'il avait finalement sauvé Defo. Mais non, il est bel et bien mort, et ne réapparaîtra plus dans la série, alors que même le générique continuera de la traduire en tant qu'antagoniste. Ensuite, il y a Greer. Pour le coup, ce n'est pas véritablement un antagoniste. Ok, quand il est sous le commandement de Defo, oui, ce sera un antagoniste, mais déjà dans cette partie de la série, il est présenté comme quelqu'un d'honnête et de droit, et qui ne trahira jamais ses ennemis même quand il en a l'occasion. Et en plus, une fois qu'il le tuera, il disparaîtra de la série, profitant de son nouveau pouvoir dans l'organisation pour retourner dans son village natal afin d'y être sacré roi. Et ça m'a un peu déçu, parce que Greer aurait clairement pu avoir un arc de rédemption. D'ailleurs, sa conclusion s'en approche plus ou moins, puisqu'il montre qu'il ne veut pas nuire à notre groupe principal, contrairement à Defo. J'aurais bien aimé qu'on ait un antagoniste qui est plus ou moins positif, mais la série préférera le délaisser pour 2 autres antagonistes. Ces 2 autres antagonistes sont Rasimov et Klaus. Ne croyez pas à son chara-design bien foutu que Rasimov annonce du bon, car il est clairement l'antagoniste le moins bon de toute la saison. La majorité de ses actions sont basiques, genre à part stalker le groupe et ruiner financièrement Sophie, il fait pas grand chose d'autre, et les seules choses intéressantes sur lui, c'est qu'on apprend qu'il compte trahir l'organisation et qu'il est plus intéressé par Sophie que par les 2 personnes que l'organisation veut éliminer, à savoir Locke et Dante. Mais malheureusement, ça n'ira pas plus loin. Klaus, quant à lui, a aussi un chara-design très bien foutu, et ce qui est cool avec lui, c'est que son design va avec ses actions, car c'est le seul qui arrive à toucher physiquement et mentalement l'équipe. Pour le côté mental, je vous renvoie à ma partie sur Zalia, car même si la série fait très mal cet arc, il reste que Klaus arrive à avoir Zalia de son côté jusqu'à la dernière minute. Et sur le terrain, même si Klaus n'est pas quelqu'un que l'on pourrait considérer comme fort physiquement, il a des titans et des gadgets qui lui permettent de nuire à notre équipe. Il est tellement puissant que c'est le seul antagoniste de la saison 1 qui doit se faire tuer pour pouvoir être meilleur d'état de nuire. Bon, Defo se fait aussi tuer, mais les circonstances ne sont clairement pas les mêmes. Et pour finir, il y a le grand méchant de la saison, j'ai nommé le professeur. C'est lui qui commandite la majorité des actions de la série, et il fait plutôt bien son taf. Je ne vais pas spoiler son identité, car c'est quelque chose qui est révélé dans les derniers épisodes de la saison 1, et même si c'est une information que l'on voit arriver à des kilomètres, je préfère ne pas la divulguer. Mais j'aimerais quand même me plaindre de quelque chose concernant ce personnage. On apprend assez tardivement dans la série que si le professeur agit de cette manière, c'est contre sa volonté, car il a un lien avec un titan qui l'a maudit. Donc tout son plan existe, car c'est le titan qui lui a proposé le contrôle du monde en échange de sa liberté. Donc là, forcément, on est un peu triste pour le mec qui se retrouve à devoir faire la merde sur Terre, juste parce qu'il a créé un lien avec un titan. Et bien après cette révélation, la série continuera de le traiter comme un véritable antagoniste, alors qu'à mon sens, un arc de rédemption aurait été beaucoup plus logique. D'ailleurs, vu que je parle du lien entre titans et humains, il serait peut-être temps de parler des créatures qui donnent leur nom à la série. Les titans, au-delà de leur utilisation pour les combats, ne sont pas très utiles. Faut dire qu'à part Chirrut, aucun d'eux ne parle, et que mis à part 1 ou 2 scènes, la majorité du temps, ils participent juste à la partie action et disparaissent aussitôt. C'est parce que, comme le dit le titre de la série, le but est de les chercher, et une fois que ce but est accompli, les personnages se mettent aussitôt à la recherche d'un autre titan. Donc bon, pas trop le temps de développer quoi que ce soit. Pour la création des designs des titans, Sean Molino a dit en interview qu'il envoyait par mail des descriptions qui venaient soit de la bible de la série, soit de scripts d'épisodes, et les artistes travaillaient de leur propre chef sur le design que leur inspirait la description. Pourquoi je vous parle de ça ?
Parce que je trouve, honnêtement, que cette manière de faire se retrouve dans les designs. Ils sont tous différents, mais grâce au respect du style graphique de la série, on n'a pas cette impression qu'ils n'ont rien à faire ensemble. Surtout que les titans puissent du coup leur design de différentes sources. Certains s'inspirent de mythes, d'autres d'animaux, et voire même d'humains. Au niveau de la VF, elle est de plutôt bonne qualité. La nostalgie joue sans doute un rôle dans mon avis, mais je trouve le générique en français très bon. Les paroles sont catchy et l'instru a un côté épique qui nous met bien dans l'ambiance de la série. Et en plus, le chanteur a une voix agréable à écouter. Au niveau du casting vocal, les voix collent toutes au personnage, on n'a aucun mal à prendre les acteurs au sérieux. Le seul problème, c'est le casting limité qui, au fur et à mesure de la série, montre ses faiblesses. Les acteurs forcent des accents pour créer une diversité vocale. T'as notamment Alessandro Bevilacqua qui est en roue libre sur la majorité des costards cravates. Monsieur, cela fait un moment qu'ils sont dans la cathédrale. C'est Dantval! Vite, attrapez-le! T'inquiète pas, si Rassimov lui-même a voulu y participer, ça veut dire qu'il va y avoir de la castagne. Ça a explosé! Je répète, il y a eu une explosion dans l'immeuble, monsieur! Ou encore des personnages qui changent de voix d'un épisode à l'autre, comme le père de Locke. Évidemment qu'il peut. Moi j'ai appris en une journée à peine. Au-delà de ce canyon, où coule une rivière de magma brûlant. Mais malgré cette VF de bonne qualité, la série n'a pas eu un grand succès en France. Je n'ai pas trouvé d'infos qui expliquent ce manque de succès, mais je pense que c'est parce qu'il est assez compliqué de la visionner en plein milieu. Là où les séries jeunesse feuilletonnantes ont des épisodes qui se suivent et d'autres épisodes indépendants qui permettent de comprendre la série même en plein milieu, ici tout se suit. Ce sera aussi la faute d'une exploitation française assez mal foutue. Seule une chaîne diffusera la série, Télétoon, qui pour rappel est une chaîne payante, donc ça permettait déjà pas une grande visibilité de la série. Qui sera en plus, pour aggraver son cas, diffusée sur la même plage horaire que Winx Club. Et c'est un point que je voulais souligner, le fait que la série a plus ou moins été vendue en France comme une série faite par les mêmes créateurs que Winx Club. C'est d'ailleurs un des seuls souvenirs que j'ai conservé de la diffusion de la série. Sauf que les séries étant très différentes à quelques exceptions près, l'avoir vendue comme ça a fait que la sauce n'a finalement pas pris. D'ailleurs, en dehors de la diffusion télé, aucun produit dérivé et DVD de la série ne sera édité en France. Il faudra attendre l'arrivée de Netflix pour qu'on ait enfin une diffusion en dehors de celle faite par Télétoon. Et encore, la série n'est plus disponible depuis 2020 sur la plateforme. Mais par chance, la VF a à nouveau été rendue légalement disponible sur la chaîne YouTube de la série. La saison 1 sera conclue par la fin de l'arc principal, c'est-à-dire l'empêchement du contrôle du monde par l'organisation, mais l'arc de Locke restera en suspens. Car oui, Hunchik ne pouvait pas se limiter qu'à une seule saison. Cette saison 1 est en fait plus une introduction au monde et aux personnages de la série qu'une saison qui a pour but de conclure les arcs narratifs. Je pense que les créateurs savaient déjà que les éléments comme la famille Castor Wheel ou la recherche du père de Locke ne pouvaient pas tenir dans une seule saison, surtout que comme je l'ai déjà dit, cette dernière est déjà assez indigeste avec son trop plein d'informations. Une saison 2 sera d'ailleurs mise en chantier, aidée par le petit succès de la série dans le reste du monde, car oui, en dehors de la France, la série sera éditée en DVD et en VOD dans la majorité des pays qui l'ont diffusée, elle aura même un magazine, une bande dessinée, un jeu de cartes, une attraction dans le parc Rainbowland et une flopée de jeux mobiles. Malgré tout ça, elle se verra conclue par une saison 2 qui avait pourtant un cliffhanger annonçant une saison 3. Dans la nuit et ses